Et aujourd'hui, on va parler d'éducation aux médias, on va parler du métier de journaliste et à remettre dans un contexte, en tout cas, il nous semblait, important d'aborder ce sujet sur la semaine, qui d'inscription à la semaine de la presse et des médias à l'école. Et pour cela, mon invitée aujourd'hui est Laetitia Morini, qui va se présenter, qui est coordinatrice pédagogique du média Respect. Donc elle va nous présenter, qui elle est et le média pour lequel, elle travaille. Donc on va parler éducation aux médias, métier de journaliste et de cette fameuse semaine de la presse à l'école. Laetitia, merci d'avoir répondu à cette invitation. Est-ce que vous Merci voulez à bien vous. me dire qui vous êtes? Alors bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc je m'appelle Laetitia Morini, je suis coordinatrice pédagogique au sein du média Respect. Je suis journaliste de formation et j'ai été correspondante dans les Balkans, notamment en Croatie, en Serbie, en Albanie de 2014 à 2018. Puis ensuite, je suis partie à Athènes en Grèce où j'ai passé 3 ans. Donc j'ai eu la chance de collaborer avec de nombreux médias de la presse écrite, la radio et la télé. De retour en France, j'ai participé à des résidences de journalistes qui invitent des journalistes sur le terrain pour partager leur métier avec, les habitants. J'ai été sélectionnée pour une résidence, dans le pays de Blain, à côté de Nantes et puis, l'année suivante, en 2019, j'ai été sélectionnée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc j'ai passé 3 mois, dans les établissements scolaires, auprès des associations avec, les jeunes, les élèves pour partager mon métier. Ils ont créé des magazines, ils ont créé des podcasts avec moi et c'est ce qui m'a donné envie de prendre cette voie de l'éducation aux médias. Donc je suis rentrée définitivement en France en 2020, et j'ai intégré donc l'association, Respect, en 2020. Donc Respect, c'est un média citoyen, c'est un magazine qui traite de sujets, de société que vous pouvez, retrouver en ligne. Donc ça s'appelle Respect, on fait beaucoup de conférences, notamment aussi des conférences, des hubconf, heu, pas seulement en visio, mais aussi, sur le terrain comme on dit. Il y en a une le mercredi 25, janvier, au Point éphémère sur des sujets de société, l'architecture, l'éducation, notre utilisation du numérique. Et donc au sein de ce média Respect, il y a un pôle d'éducation média qui a été créé en 2015 et ce pôle d'éducation média, il va à la rencontre des jeunes. On les invite à se mettre dans la peau, de journalistes pendant 3 jours avec nous. On constitue des groupes, donc on intervient en temps scolaire et hors temps scolaire. Et pendant 3 jours, les jeunes se mettent vraiment dans la peau de journalistes. Ils partent sur le terrain, ils font des reportages dans le but, sur la troisième journée, d'enregistrer une émission radio. Et également, ce que l'on fait au pôle d'éducation média, c'est qu'on forme des professionnels, des enseignants à l'éducation média, qu'ils soient outillés à leur tour pour faire de l'éducation média avec les élèves ou avec les jeunes et pour leur donner des clés de lecture de l'information et qu'ils fassent un pas de côté par rapport aux informations qu'ils reçoivent, sur leur téléphone. On voit dans votre présentation et c'est ce qu'on va essayer de partager, pendant, cet échange, que l'éducation aux médias, au-delà de comprendre comment fonctionne un média, il y a une visée, citoyenne derrière très, très forte. Comprendre comment, fonctionne le métier de journaliste, se mettre dans la peau d'un journaliste ou d'une journaliste, permet vraiment de développer un esprit critique et peut permettre, en tout cas c'est je pense, cette la visée d'accompagner nos élèves à devenir des citoyens éclairés. Absolument. Tout d'abord, la base du métier est de vérifier l'information. Le journaliste travaille sur, une éthique, sur des valeurs, il suit une déontologie, il est un citoyen et l'information qu'il donne, c'est un service public. Donc dans un premier temps, le journaliste va chercher les faits sur le terrain. En résumé, le journaliste décrit ce qu'il voit et comment fait-il pour décrire ce qu'il voit? Il sonde les témoignages. Ensuite, il vérifie les sources, il les recoupe avec la rigueur que ça demande, la rigueur journalistique. Et ensuite, il va hiérarchiser l'information pour la donner au public. L'information, il faut savoir qu'elle s'appuie sur 4 piliers. C'est un fait qui est nouveau. D'ailleurs,
En anglais, on dit news, on entend le mot nouveau en anglais, nouvelle. Donc l'information, c'est un fait qui est nouveau, qui est vérifié et qui intéresse un grand nombre de personnes. Donc si ça intéresse pas un grand nombre de personnes, on n'est pas face à une information, on est face à une anecdote. Voilà ce qu'on explique par exemple lors Mmh. des ateliers d'éducation média. Ensuite et enfin, le journaliste mène une réflexion sur les choix éditoriaux qui seront faits. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information et c'est pour ça que lorsqu'on regarde un média que l'on dit traditionnel, c'est-à-dire la télévision, un site web d'un journal de presse écrite ou bien la radio, les informations sont hiérarchisées. On ne commence pas par le sport en général, on commence à moins d'être dans un événement de Coupe du Monde, on commence plutôt par une actualité forte, internationale, puis ensuite l'actualité nationale. Tout cela est hiérarchisé. On peut résumer le métier de journaliste en 6 étapes. Alors l'étape 1, c'est la conférence de presse, qui permet justement de hiérarchiser les informations, qui vont être diffusées et de décider quelles seront les informations qui seront diffusées. Ensuite, on mobilise nos sources. À l'étape 3, on fait le tri de ces témoignages, on croise les sources. Est-ce que d'autres médias en parlent? À l'étape 4, on fait des recherches documentaires sur le sujet traité pour approfondir les informations. Ensuite, bien sûr, à l'étape 5, on rédige l'article, on réalise le podcast ou bien la vidéo. Et enfin, à l'étape 6, on relie, on fait des dernières vérifications. Et enfin, on diffuse l'information. Donc, l'information n'est pas relayée d'une manière brute, elle est travaillée, elle est vérifiée. Voilà pour les étapes du métier de journaliste. Mais aujourd'hui, le travail du journaliste ne s'arrête pas là. D'ailleurs, c'est un métier qui se renouvelle, en permanence. Il y a ce qu'on appelle, les fact-checkers, qui vont Mmh. prouver par des outils que l'information diffusée est vérifiée. Donc ça, il y a une dizaine d'années, le journaliste n'avait pas besoin de faire, ce travail. Mmh. En quelque sorte, aujourd'hui, il mène un double travail. Il y a à la fois le travail de l'observation des faits et à la fois, de la lutte contre la désinformation. Donc aujourd'hui, dans la majorité des rédactions, il y a ce qu'on appelle, des, cellules dédiées à la lutte contre la désinformation qu'on appelle les services de fact-checking, et qui sont mises à place par les rédactions elles-mêmes, comme, à l'AFP, l'agence France Presse. On peut citer les Décodeurs du Monde, Le Vrai du Faux de France Info. Mais en fait, toutes, les rédactions ont aujourd'hui leur service de fact-checking. Et ces cellules de vérification de l'information coïncident avec, l'arrivée des réseaux sociaux. Et Mmh. cela montre bien que le métier de journaliste est un métier qui s'adapte aux nouveaux usages des utilisateurs et qui évolue simultanément avec, l'époque dans laquelle il s'inscrit. Mmh. Bien sûr. J'ai une question. Un média a forcément un parti pris ou une couleur, politique, finalement? Enfin, et comment elle est rendue visible et comment nous, en tant qu'utilisateurs, on a nécessité, devoir de s'informer finalement de cette couleur? Puisqu'une inf la même information, proposée, par Libération ou Le Monde et par, Le Figaro n'a pas forcément la même couleur, n'a pas la même lecture et je trouve intéressant, de de savoir comment on rend explicite cette couleur-là. Tout à fait. Donc il y a une, pluralité des médias en France, c'est-à-dire des lignes éditoriales, différentes. Mmh. Donc des lignes éditoriales avec des biais, qui permettent donc de faire cette diversité de la presse en France. Mmh. Ces lignes ne sont pas des, choses qui sont cachées. Mmh. Par exemple, Le Figaro est un journal conservateur, et donc vous y trouverez, des informations qui sont davantage orientées, de manière conservatrice que si vous lisez Libération. Mais ça, c'est écrit, vous pouvez retrouver, ces informations en faisant quelques recherches, de quelle ligne éditoriale, et Le Monde. Le Monde, par exemple, est dit de centre-gauche. Donc ça, c'est une façon de traiter l'information parce que chaque journal, chaque média, veut atteindre un public. Mmh. Et en média, c'est un ton,
c'est un style et on va acheter, l'information, qui nous correspond, qui nous parle. À la radio, c'est une voix. Par exemple, il y a des voix, des tons que l'on n'aime pas. Et ça ne fait pas, de la fausse information, ça Mmh. fait, l'orientation, de l'information, c'est-à-dire comment va être donnée l'information. L'information n'est pas objective en soi. Une information vérifiée, on l'a vu, c'est une information où il y a des preuves, suffisamment de sources. Par exemple, en école de journalisme, on apprend que si vous avez, 3 sources, eh bien, vous avez vérifié votre information. Donc dans un article, vous pouvez, faire, se parler entre elles, des sources, 3 sources, mais par exemple, vous n'aurez pas le même rendu dans Le Monde que dans Le Figaro. Mmh. Mais ce ne sont pas des fake news, ce ne sont pas des fausses informations, c'est la vision du journal. Nous avons tous des prismes, des façons de voir les choses, des perspectives, mais ça ne fait pas, de la fake news, de la production de fake news, parce que la fake news est une intention de manipuler. Mmh. Voilà. Donc pour les médias, on peut les classer en 3 grandes catégories et ça permet déjà de faire le tri. Donc il y a les groupes de services publics, France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. Il y a les médias du secteur privé, les grands groupes de presse qui se tournent vers de grands actionnaires pour se financer. Donc, j'ai cité tout à l'heure Le Figaro, dont l'actionnaire est Serge Dassault, le patron de l'industrie aéronautique. Vous avez Bernard Arnault, LVMH, qui est propriétaire du Parisien et des Échos. Patrick Drahi, le patron d'Altis SFR, qui est actionnaire de BFM TV et RMC. Martin Bouygues, actionnaire du groupe TF1. Vincent Bolloré, actionnaire du groupe Canal+, qui regroupe C8, C-Star, CNews et Canal+. Et donc, ces, médias privés qui sont financés par, des milliardaires, ne se cachent pas, d'être financés par ces actionnaires et Mmh. effectivement, là, il y a une orientation, de la vision de l'information et ensuite le troisième groupe, c'est la presse indépendante qui ne dépend ni des subventions, ni de la publicité, ni d'actionnaires, milliardaires pour ou millionnaires disons pour ces financements. On peut citer, Mediapart pour le plus connu. Par exemple, il y a, AOC, Analyse Opinion Critique, qui permet de, revoir l'actualité, d'une manière, plutôt magazine avec des opinions, des critiques, des analyses. Il y a la fiction chaque dimanche. C'est un média qui est très complet et qui revoit l'actualité d'une manière plus lente. Vous avez Alternative économique, vous avez le média Les Jours, c'est un feuilleton sur un sujet d'actualité où les journalistes prennent le temps d'écrire. Vous avez Reporter pour l'actualité écologique, Regard.fr, Politifère pour la politique. Je peux citer également Le 1 Hebdo qui, lui, traite un sujet d'actualité par différents, prismes de vision avec des experts, des professeurs, des universitaires et cetera. Donc finalement, ce que je recommande, c'est d'aller vers un média dont la ligne éditoriale nous parle, puisque un média, c'est un ton, mais ne pas s'enfermer dans ce média. Mmh. Et puis d'écouter, voilà, différentes chaînes de radio si on a le temps et l'envie. Mais déjà, si l'on choisit un média qui nous parle et qu'on prend le temps de le lire, parce que c'est ça aussi, c'est prendre le temps, et bien, on pourra, se réconcilier avec l'information. Mmh. On voit se dessiner, hein, dans vos réponses, un premier travail qu'on peut élaborer avec, nos élèves, c'est de prendre le temps, effectivement, de s'approprier et de lire, les médias, mais finalement de croiser, les différentes lectures, de lire les différentes manières qu'on peut avoir dans différents médias de traiter une même information. Dans alors vérifier que c'est bien une information et ensuite cette information, voir comment elle est traitée différemment selon les lignes éditoriales et je trouve que déjà ce travail-là est un travail, fabuleux mmh, pour, travailler, son esprit critique, identifier la même information et les différents traitements et Absolument. finalement, accepter ces différents traitements puisqu'ils font partie de la
diversité de notre société démocratique. Donc, voilà, nous avons la chance d'être dans un pays où on a le droit d'avoir ces différentes lignes éditoriales, ce qui n'est pas le cas, dans certains pays. Est-ce qu'il vous est arrivé avec des jeunes Oui. justement de 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 traiter ou de présenter, d'autres médias, mondiaux, internationaux ou, dans un pays où on n'a qu'un média centralisé? Est-ce que ça vous est arrivé de faire ce travail-là? Alors effectivement, on est très, il y a tellement de choses en France qu'on essaie déjà de balayer le paysage Mmh. médiatique en France, donc ça m'est peu arrivé, mais ce que je fais, toujours, dans les ateliers, c'est que, je demande, à quel classement se trouve, la France dans la Mmh. liberté de la presse et d'expression. Et on se rend sur le site, de Reporters sans frontières, Mmh. pour, évaluer, le classement, des pays, des différents pays. Donc nous, on est 26e sur 180. Le premier pays, la Norvège. Donc on se pose la D'accord. question: «Pourquoi la Norvège est classée, 1 et pourquoi la Corée du Nord est classée 180?» Et ça déjà, ça donne un élément de Mmh. réponse, hem de ce que peut être la liberté de la presse et évidemment, moins il y a de liberté de presse et moins il y a de titres de presse. Mmh. Et ce que vous dites, c'est très important parce que ce que l'on apprend aussi pendant ces ateliers, lorsque les jeunes, les élèves partent sur le terrain, à la conquête, de leur sujet, eh bien, c'est qu'ils apprennent qu'il n'y a pas une vérité. La Mmh. vérité n'existe pas et chacun d'entre nous, nous avons une part de vérité et c'est ça, en fait, qu'ils, appréhendent en interviewant les personnes. C'est qu'en leur tendant le micro, ils, récoltent une part de la vérité Mmh. de chacun et c'est le croisement de toutes ces vérités, qui permet d'avoir, et bien, une vision d'ensemble. Voilà, la vérité n'existe pas et aussi sur, le média qui est une garantie de la démocratie. C'est vrai, puisque l'étymologie du mot média, donc ça vient du latin qui veut donc média, c'est le pluriel de médium, et donc ça, c'est un petit jeu aussi que je fais. Vous savez tous ce que c'est un médium? Alors oui, ils répondent, «C'est, quelqu'un qui fait passer des messages de l'au-delà». Mmh. Ben C'est oui, vrai. c'est vrai, Mmh. le médium, son étymologie, en latin, c'est un lien, un intermédiaire, un moyen et un Mmh. média, c'est un support technique qui permet de diffuser de l'information à un grand nombre d'individus. Donc le journaliste, c'est un moyen, un intermédiaire entre un événement, un fait et un public et on peut faire le parallèle aussi avec le métier d'enseignant qui transmet des connaissances, éveille, l'esprit critique et le journaliste qui, lui, transmet des informations et sans cet intermédiaire, ces médias, entre 2 entités, il n'y a pas de lieu Mmh. commun, pardon et le débat démocratique existe parce qu'il existe des médias et l'information est un bien public. Voilà, il faut effectivement rappeler toutes ces notions qu'on a tendance à oublier. Oui, oui, tout à fait et alors ça en fait quelque chose de complexe, donc forcément plus difficile à appréhender et qui nécessite une éducation aux médias et je pense que c'est toute l'ambition de ce sujet, mais qui est porteur, finalement de quelque chose, de nos valeurs de société et qu'il y a à entraîner et à travailler avec nos jeunes. Comment a évolué ce métier, de journaliste? Vous le disiez, hein, en guise d'introduction, hein, il y a des instances qui ont changé, vérifier l'information, mais avec l'arrivée du web et des réseaux sociaux, ce métier a changé. Est-ce que vous voulez bien nous expliciter, dans quelle mesure? Oui, l'arrivée du web 2.0, donc qui sur l'intelligence Mmh. collective encourage l'élaboration, et la participation et de ce fait opère un changement. Donc les technologies, numériques ont permis le développement d'une plus grande interactivité entre les publics, donc à travers les réseaux sociaux notamment, les lives.
On peut citer le journalisme participatif et du Mmh. support papier, on est passé à des journaux, multimédia. Donc ce qui a évolué, c'est le mélange des supports et la rapidité du traitement de l'information. Mais les fondamentaux déontologiques sont toujours là, c'est-à-dire on vérifie l'information et on se base sur des faits. Aujourd'hui, Mmh. ce que recherche le média traditionnel, donc j'entends par, médias traditionnels la télé, la presse écrite avec, les sites web du Monde et cetera, mais ça reste la presse écrite. Ce que font ces médias traditionnels, c'est qu'ils commencent à investir les réseaux et se demandent de comment intervenir directement sur les réseaux sociaux pour toucher les lecteurs, puisque les Français s'informent désormais en priorité en ligne. Selon une étude, de l'Institut Reuters en 2022, on a des, chiffres, clés, donc 69 des Français disent s'informer en ligne, donc via les réseaux sociaux, 64 via la télévision, alors qu'en 2013, 84 des Français, Mmh. s'informaient via la télévision et en 2022, 15 des Français s'informent par la presse écrite, alors qu'en 2013, ils disaient être 46. Ah oui. Donc là, on voit Mmh. vraiment une chute de la lecture, Mmh. et aussi des usages, heu, une différence, par rapport aux usages des Français. Donc le chiffre clé, c'est que 69 des Français disent s'informer en ligne. Donc l'enjeu d'un média est de mettre son expertise au service de ces espaces de diffusion et d'intégrer le mode d'expression des réseaux. Puisqu'aujourd'hui, le français, le citoyen français a un grand besoin d'interaction et puis on le voit lorsqu'on donne, des formations, nous, en atelier, d'éducation aux médias, heu, on voit que, les besoins sont différents. Il y a un grand besoin d'interaction alors qu'auparavant, on était plutôt dans une position d'écoute. Heu, Mmh. lorsque, voilà, quelqu'un donnait une formation, on écoutait. Aujourd'hui, on interagit. Donc chaque citoyen est un citoyen numérique et les médias traditionnels s'adaptent. Ils se demandent comment faire pour amener les gens, pour qu'ils s'intéressent à leurs médias. Je vais citer le journal Le Monde qui s'est lancé sur TikTok en juin 2020, qui a choisi ce canal pour toucher un nouveau public, avec toujours cette même volonté d'informer, d'expliquer et de lutter contre les fausses informations. Le journal 20 minutes s'est lancé sur Discord et sur Twitch. D'accord. En 2016, le journal L'Humanité avait lancé La Cerise, qui est le premier réseau de mobilisation sociale, solidaire, culturelle et citoyenne. Et outre ces nouveaux canaux de diffusion, le métier de journaliste a changé car il y a une défiance envers les journalistes. Mmh. Beaucoup remettent en question, le traitement de l'information, comme on l'a vu tout à l'heure, les lignes éditoriales, le financement des médias, les patrons qui sont derrière les médias. Selon, toujours cette étude de l'Institut Reuters, seulement 29 des Français disent faire confiance aux informations relayées par les médias en 2022. Donc l'éducation média est aujourd'hui essentielle pour transmettre, aux jeunes des références, des socles communs aussi, sur quoi on Mmh. s'accorde. Voilà, est-ce que, l'esprit critique, ce n'est pas tout remettre en question. On a des socles communs, on a des Mmh. notions essentielles. Une table est une table, parce que si on remet tout en question, eh bien, ça fait perdre pied. Et comment distinguer, les faits de l'interprétation? Oui. Expliquer qu'une opinion Mmh. n'est pas une information, n'est pas une vérité. Et ce n'est pas parce qu'on dit ce qu'on pense qu'on dit la vérité. Voilà Mmh. tout l'objectif aussi, de l'éducation aux médias. Donc le métier de journaliste, il a changé dans le sens où il doit davantage partager son travail avec les citoyens, il doit dire comment il travaille pour que les citoyens aussi à leur tour accordent plus de vigilance face à l'information. C'est le cas par exemple des résidences de journalistes qui ont été mises en place, qui sont financées par, notamment, pour, les résidences auxquelles j'ai participé, elles sont financées par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles et Mmh. ont été mises en place pour que le journaliste partage son métier avec les citoyens, qu'ils disent comment ils, travaillent, et ça permet aussi
aux citoyens après à leur tour d'être plus vigilants, Oui. sur les informations qu'ils reçoivent, sur, leur téléphone et s'assurer que ces informations-là respectent bien les règles de déontologie Mmh. de journalisme. Merci pour ces réponses et du coup, on va glisser sur la place des réseaux sociaux. Vous avez glissé, à Mmh. quelques endroits, c'est cet endroit avec lequel, il faut faire et avec lequel, et dans lequel il faut tenter de se retrouver. Donc du coup, quelle est la place des réseaux sociaux dans l'information? Alors déjà, je vais donner une définition des réseaux sociaux. Donc c'est une plateforme publique ou privée où chacun peut émettre de Mmh. l'information. Donc nous, on considère que c'est un média lorsqu'on fait, ces ateliers. Donc est-ce que c'est un média? Oui, parce que c'est un support technique qui permet de diffuser de l'information à un grand nombre de personnes. De personnes. En revanche, est-ce que c'est un média comme les autres? Non. Non, parce que tout le monde peut publier et c'est la différence avec les médias traditionnels où seuls les journalistes professionnels travaillent. Voilà, déjà ça, c'est la première définition. Tout le monde peut publier, il n'y a pas de hiérarchie de l'information. La génération Z qui est née entre 1997 et 2010 passe 25 de son temps dans les mondes, virtuels, dont les réseaux sociaux, le Mmh. gaming, les nouveaux centres commerciaux. Donc les réseaux sociaux sont une source d'information essentielle aujourd'hui chez les jeunes et aussi chez les adultes. Mais ces réseaux posent question, car ils sont un espace sans filtre journalistique. Donc, dans les ateliers d'éducation média que l'on mène au sein de l'association Respier, on questionne les jeunes sur le fonctionnement des réseaux sociaux pour qu'ils prennent conscience des fondements sur lesquels ils ont été créés, Mmh. notamment sur la FOMO, la Fear of Missing Out, qui est la peur de manquer. Cette peur de manquer, elle est faite par le biais de systèmes de notification. Par exemple, si on Ouais. éteint son portable pendant qu'on est en cours pendant 1 heure, hop, vite, quand on sort, on va le rallumer pour recevoir les notifications et voir qu'est-ce qu'on a manqué. Il y a, par exemple, une série qui s'appelle Dopamine sur Arte, Oui. qui est très bien faite et qui explique Mmh. ce voilà, vous connaissez, Tout à qui fait. voilà, qui Lumineuse, lumineuse, même pour je absolument. la conseille à tout adulte de Tout à fait. regarder, finalement avec quel, enfin, quel, par quel biais on vient et on vient s'emparer de notre attention et de notre, finalement, potentialité à être addict à quelque chose, comme avec le sucre, par exemple. C'est tout à fait le même principe. Mmh. Donc cette série, elle décline les différents réseaux. Ce sont des épisodes, de 7 minutes environ, Instagram, Snapchat, Tinder, YouTube. Nous, on diffuse la vidéo sur Instagram et c'est très intéressant parce que ça permet aussi de comprendre les algorithmes qui nous enferment dans des Mmh. bulles d'information, les publicités que l'on reçoit, comment on collecte les données et plus on est conscient de ce fonctionnement, plus l'utilisateur du réseau sera vigilant. Et souvent, les jeunes n'ont pas conscience du fonctionnement qu'il y a derrière. Mmh. Hem, il y a aussi un podcast que je conseille, c'est un épisode, assez court aussi qui s'appelle «Défense de filmer». Donc, le podcast, est sur la détresse des nettoyeurs du net. Donc ça s'appelle «Défense de filmer», c'est un podcast de Brut et D'accord. donc il y a un sujet sur, cette détresse des nettoyeurs du web, vous savez qui, qui modèrent les contenus sur les réseaux sociaux, qui suppriment, les contenus, Mmh. violents, pornographiques, donc toute la journée, ils sont confrontés à, des scènes violentes et ce sont Mmh des mh. témoignages poignants. Donc on ne sait pas toujours, que, ces réseaux sociaux demandent, à des personnes dans l'ombre de faire un Mmh. travail, vraiment, lugubre et Mmh. qui, et qui a une conséquence, sur leur santé, mentale. Voilà, c'est aussi ça, utiliser les réseaux sociaux, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la face cachée de ces réseaux et dans les prochaines années, on va beaucoup entendre parler du DSA, le Digital Service Act, qui est un texte, législatif européen qui vise notamment à lutter contre la diffusion des contenus illicites et la désinformation en ligne.
Donc le but de ce Digital Service Act, c'est de réguler internet pour en faire un espace plus sûr pour les utilisateurs. On va beaucoup en Mmh. entendre parler parce que, ça a été voté et ça devrait être mis en place, entre 2023 et 2024 et on espère que les réseaux sociaux seront mieux régulés à l'avenir puisque les réseaux sociaux font partie désormais de notre vie et on ne peut plus s'en passer. Ce Tout n'est à plus fait. possible. Mmh. Merci pour cet éclairage. Il me reste 2 questions. On voit, hein, par, vos réponses que finalement, aujourd'hui, en 2023, on a à développer un nombre conséquent, de compétences pour être un citoyen éclairé, pour être, quelqu'un qui s'informe suffisamment éthiquement. Le suffisamment, voilà, parce que l'idéal et la perfection n'existant pas, on va viser le suffisamment. Donc, je veux bien que vous nous parliez de ces compétences et ensuite qu'on fasse un petit, focus sur, ce que peut nous permettre cette, semaine de la presse et des médias à l'école, si vous voulez bien. Pour, évaluer, la pertinence d'une information, on répond à plusieurs questions. La première, c'est: «Qui me parle?» Voilà ce qu'on apprend aux élèves, lors de nos ateliers. Qui me parle et de quoi me parle-t-on? Donc c'est très simple. Pour savoir qui me parle, je regarde la nature du site où je me trouve. Est-ce que Mmh. c'est un professionnel? Est-ce que c'est un journaliste qui me parle? Est-ce que c'est un youtubeur? Est-ce que c'est, une association? Donc la nature du site et ensuite, qui me parle, c'est l'auteur de l'information. Quel est son objectif? Est-ce que c'est une personne politique? Si c'est une personne politique, elle aura des intentions. Mmh. Est-ce que c'est un professeur qui a pour seul but de transmettre ses connaissances? Est-ce que c'est un journaliste qui a pour seul but d'informer? Voilà, donc déjà, on se demande qui me parle. Pour vérifier la nature du site, il suffit d'aller dans la rubrique «Qui sommes-nous?» Et si vous êtes face à un site sérieux, eh bien, vous aurez des réponses à «Qui sommes-nous?» Mmh. Vous aurez, une description du site sur lequel vous vous trouvez. Et de Ensuite ses intentions. Enfin, a priori, effectivement, le «Qui sommes-nous?» absolument. doit donner à voir cette position dont on parlait, en introduction, hein, voilà, de d'où on parle. D'où l'on parle et lorsque, il n'y a pas de mauvaise intention, l'intention n'est pas cachée. Le Mmh. journaliste ne se cache pas. Vous pouvez le contacter et comme vous, parliez au début des lignes éditoriales, le journal ne se cache pas de sa ligne Mmh. éditoriale s'il est un journal sérieux. C'est à partir du moment où il y a, l'identité qui est cachée, qu'il y a un problème, qu'il faut se poser des questions. Parce que ça veut dire que la personne ne veut pas se révéler et si Mmh. elle veut pas se révéler, elle a quelque chose à cacher et en même temps, si elle se présente comme quelqu'un qui va dire la vérité, alors là, il faut éveiller son esprit critique. Donc qui me parle? Où je suis? Sur quel site? Et qui est l'auteur? Ensuite, quel est son objectif? De quoi me parle-t-on? Quel est le sujet? Ensuite, il y a une troisième question, c'est quelle est la date de l'information? Quelles sont les sources de l'auteur? Si, un auteur vous dit: «Ah mon ami Cédric, m'a envoyé telle vidéo», mais qui est cet ami Cédric? Mmh. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est un chercheur scientifique? Est-ce que voilà, il faut, parler, concrètement, de quelles sont vos sources? Donc quelles sont les sources de l'auteur qui sont citées? Et enfin, recouper l'information, voir si d'autres sites en parlent, si d'autres médias en parlent, comment d'autres médias en parlent et ça s'appelle recouper l'information. Donc il y a Mmh. 4 gestes à faire. 1°, qui me parle? La nature du site et l'auteur. De quoi me parle-t-on? 3°, quelle est la date de l'information? 4°, quelles sont les sources de l'auteur? Et 5°, recouper l'information. Est-ce que d'autres sites en parlent? Si vous vous posez ces 5 questions, vous êtes armé pour lutter contre les fake news. Mmh. Et finalement, je trouve, si on tire, le fil, hein, de cette éducation aux médias et de cette visée de devenir acteur, de sa citoyenneté, de devenir acteur de la démocratie,
c'est finalement d'arriver à faire vivre cette pluralité et ces différentes, visions du monde et alors qui demandent beaucoup, hem, d'efforts dans la communication, de savoir dire qui on est, de trouver un espace commun qui permet de faire respecter, ces différentes visions du monde. Oui, c'est très, très complexe, mais nous sommes dans un monde complexe. On va pas revenir à un monde, très, très simple. Donc accompagnons, nos élèves. C'est au-delà j'ai l'impression que, tout enseignant de la maternelle au lycée peut s'emparer de sa dynamique de classe pour faire vivre ça. Je trouve que cette éducation aux médias donne des opportunités de discussion avec ses élèves qui est juste, fabuleuse. Donc alors j'ai plus exactement les dates en tête, mais je vais les retrouver. En tout cas, s'inscrire pour cette, semaine, d'éducation, aux médias, heu, c'est jusqu'au 4. Bim, 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 ça y est. Donc du 5 janvier, on a dépassé la date jusqu'au 4 février, on peut s'inscrire en tant qu'école, établissement scolaire à cette, fameuse semaine de la presse et des médias dans l'école. Vous, chez Respect, est-ce que vous proposez quelque chose de particulier sur cette semaine? Et quelle est selon vous, la plus-value, la valeur ajoutée à s'inscrire dans un dispositif, national comme celui-ci? Oui, alors vous avez tout à fait raison. Sortir de la vision binaire des choses, c'est très important parce que la réalité est complexe et on a cette volonté de toujours vouloir expliquer, mais on n'a pas toujours les réponses à tout. Donc Mmh. déjà, pendant la semaine de la presse, on peut inviter les élèves à penser contre eux-mêmes. Mmh. Voilà, c'est ça l'esprit critique, c'est penser contre soi-même. Et c'est pas toujours facile à faire. Non. Voilà, mais c'est une vraie invitation, que les professeurs peuvent faire retourner ce que l'on pense et retourner, voilà. Mmh. Déjà ça, c'est un premier exercice. Ensuite, ils peuvent inviter les jeunes à se mettre dans la peau de journalistes pour qu'ils exercent, une lecture critique de l'information, créer leurs propres médias, et avec les téléphones portables aujourd'hui, alors je ne sais pas, si ça peut être autorisé dans un usage, pédagogique, mais aller interviewer, sur un sujet en particulier leurs camarades de classe dans la cour de récréation, leurs professeurs, ils font une conférence de presse, ils choisissent un sujet et ils vont dans la cour et ils interviewent 3 sources différentes. Le Mmh. professeur, le camarade et un autre, une autre personne de l'établissement scolaire et ils auront 3 sources différentes. Mmh. Déjà, ils auront exercé leur esprit critique et ils auront constitué un média et se seront mis dans la peau de journaliste. Ensuite, ce que je leur conseille pendant cette, semaine de la presse, c'est d'inviter les élèves à acheter, si c'est possible, je ne sais pas si c'est toujours possible de faire ça, mais c'est ce que je faisais lorsque j'étais en résidence de journaliste. J'invitais les élèves à acheter un magazine de leur choix. Mmh. Loin du téléphone portable et des notifications, pour réapprendre à se concentrer. Donc je leur recommandais d'aller dans un point presse, en même temps qu'ils achètent des bonbons ou autre chose et de regarder parce que finalement il existe Mmh. une multitude de magazines papier et on peut tous trouver un magazine qui nous attire et d'acheter, ça coûte très très peu finalement, ça coûte 2 3 euros. Bon, il y en a qui sont un peu plus chers, mais c'est abordable, on peut le faire moins une fois. D'acheter un magazine féminin, un magazine de sport, un magazine, automobile, Mmh. voilà, un magazine qui nous parle avec une ligne éditoriale qui nous attire et je dis ça parce qu'il y a un article du New York Times qui cite les travaux de Gloria Mark, qui est professeure d'informatique à l'université de Californie, qui révèle qu'en 2004, elle avait mesuré que les gens face à l'ordinateur restaient en moyenne concentrés 2 minutes 30 sur une Mmh tâche. mh. En 2012, ça a chuté à 75 secondes et aujourd'hui, on reste concentré 47 secondes. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, lire, c'est compliqué parce qu'on ne sait plus se concentrer.
on n'a plus cette habitude-là. Et même nous, qui sommes de la génération, pas numérique, en tout cas moi je ne suis pas née avec le numérique, Mmh. venu bien après, toutes mes études ont été faites sur papier et je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de difficultés à me concentrer qu'auparavant parce qu'on est sans cesse sollicité par Tout à notre fait. téléphone portable avec les notifications, on doit répondre en permanence et cetera et prendre le temps, revenir aux années 90 pourrait, faire du bien pendant cette, semaine de la presse. Alors nous, aux médias Respect, donc nous, on fait partie du groupe, SOS, donc qui est, économie, sociale et solidaire. Donc on s'inscrit dans une globalité, d'événements, il y a des conférences, on poursuit, nos ateliers, jeunes reporters, et surtout on va, créer un événement, alors ce ne sera pas pendant la semaine de la presse, mais c'est aussi, dans cette volonté de s'inscrire, dans quelque chose de plus global, c'est de réunir tous les jeunes reporters sur un événement pour Mmh. un festival normalement qui devra avoir lieu au mois de juin, et que ces jeunes se rencontrent et de faire écouter les podcasts qui ont été, créés, tout au long de ces ateliers. Voilà. Merci beaucoup pour, ces présentations. Je j'espère, qu'on aura donné, envie, aux enseignants et enseignantes, qui nous écoutent de semer une petite graine sur ce sujet de l'éducation aux médias. Oui, Moi, je trouve que de s'inscrire dans un dispositif national donne toujours cet élan et cet engagement. C'est vrai que sur certains sujets et notamment, sur le sujet de l'éducation eh bien, c'est souvent ce qui passe un peu à la trappe quand on a quelque chose à terminer et du coup de s'inscrire dans un dispositif, dans quel qu'il soit. Alors là, c'est, le dispositif, proposé, par la Clémy, mais ça peut être un dispositif proposé par toute autre, organisation, permet de prendre un engagement, d'être appuyé par des ressources et proposer cette parenthèse à nos élèves pour, semer des graines. C'est une belle idée donc j'espère que grâce à notre échange, aujourd'hui Laetitia, les collègues se diront: «OK, j'ai encore le temps de m'inscrire et pourquoi pas? Lançons-nous» et je promets à ceux et celles, qui se disent: «Oui, mais moi je suis plutôt, enseignant de SVT dans le secondaire et je ne vois pas ce que je pourrais en faire». Je pense qu'il y a matière à faire, à s'inscrire sur ce genre de dispositif et à trouver des supports de sa matière et de ce qu'on a à partager, avec, nos élèves. tout à fait et nous, on intervient dans les établissements scolaires, dans le 93, dans le 94 et nous sommes aussi des supports, pour aider les enseignants à transmettre l'éducation aux médias, aux élèves pendant notre, intervention. Donc on met dans le chat, toutes ces références et choisissez ce qui vous parle et inscrivez-vous, engagez-vous, approchez-vous de personnes qui ont déjà cette expérience et je pense que y goûter, fait forcément, hem, enfin donne forcément un autre élan à sa classe et permet aussi de découvrir nos élèves sous un autre angle et ça, c'est une vraie richesse au service, des apprentissages. Merci beaucoup Merci. Laetitia, pour cet échange et à très bientôt sur d'autres sujets. Merci beaucoup.